Lorsque mes parents ont remarqué la montre à 10 000 $ à mon poignet, je leur ai dit que je l'avais reçue de mon petit ami. Mon père fronça les sourcils. Que fait-il? J'ai dit, c'est un mécanicien. Mon père a crié, c'est probablement un voleur. Alors ils ont appelé la police. Mais lorsque l'officier l'a salué et lui a dit, bienvenue, monsieur, leurs mâchoires sont tombées. Je n'aurais jamais imaginé que ce serait moi qui publierais quelque chose comme ça, mais je ne sais pas vers qui me tourner. J'ai besoin de conseils, de points de vue ou simplement de quelqu'un pour me dire que je ne perds pas la tête. Moi, femme de 29 ans, je sors avec mon petit ami Léo, un homme de 33 ans, depuis un peu plus de 9 mois. C'était censé être une relation calme et simple jusqu'à ce que mes parents découvrent son existence. Je viens d'une famille très conservatrice de la classe moyenne supérieure du Connecticut. Pensez au quartier calme, aux voiliers, aux adhésions à des clubs de golf et aux brunchs difficiles où personne ne parle de quoi que ce soit de réel. Mes parents, Lorna et Denny, sont du genre à se soucier beaucoup des apparences. Mon père a travaillé dans la finance pendant plus de 30 ans avant de prendre sa retraite, et ma mère était directrice d'école jusqu'à sa démission il y a quelques années. Ils sont intelligents, opiniâtrés, malheureusement, incroyablement critiques. Après une mauvaise rupture, je suis revenu brièvement avec eux. Pendant ce temps, j'ai commencé à sortir avec Léo. Il possède un petit atelier automobile à Bridgeport et je l'ai rencontré au centre communautaire où je fais du bénévolat. Il aidait des adolescents à réparer une vieille moto. Il est calme, stable et profondément gentil. Au fond, à l'opposé des hommes vers lesquels mes parents m'ont toujours poussé. Je ne leur ai pas parlé de lui pendant les premiers mois. Je savais qu'ils le jugeraient. J'entendais déjà mon père poser des questions comme « Est-il allé à l'université ?» ou « De quel genre de personnes s'entoure-t-il ?» et ma mère soupirant et me rappelant « Nous ne t'avons pas élevé pour t'installer. » Je voulais profiter de Léo sans leur bruit. Un jour, Léo m'a offert un cadeau, une Rolex Oyster Perpetual. Ce n'était pas nouveau, mais c'était magnifique, élégant, sobre et clairement cher. J'ai été choqué. J'ai demandé si c'était réel et il a hoché la tête. J'ai demandé pourquoi, et il a simplement répondu, j'ai économisé. Je voulais que tu aies quelque chose de beau. Je n'ai pas poussé. C'est le genre d'homme qu'est Léo. Il donne sans fanfare ni explication. Alors, avance rapide vers un dîner dominical chez mes parents. Je n'avais pas prévu que cette montre soit une déclaration, mais elle était trop belle pour la laisser à la maison. Mon père l'a remarqué immédiatement. Il m'a demandé où je l'avais eue et je lui ai dit. Puis vinrent les questions. Que fait-il? Comment peut-il se le permettre? Est-il endetté? Est-ce qu'il vous utilise? Cela a dégénéré à une vitesse choquante. J'ai gardé mes réponses calmes, en essayant de ne pas alimenter le feu. Il possède un atelier de réparation. Il est doué avec l'argent. Non, ce n'est pas un criminel. Mais mon père ne voulait pas l'entendre. Il devenait de plus en plus agité, insistant sur le fait qu'aucun mécanicien ordinaire ne pouvait se permettre d'offrir quelque chose comme ça à moins de faire quelque chose de louche. J'étais à la moitié du dessert lorsqu'il m'a annoncé qu'il allait passer un coup de fil. Je ne pensais pas qu'il le ferait réellement. Je pensais que c'était juste une posture. Il a appelé la police. Il leur a dit qu'il soupçonnait mon petit ami de m'avoir donné des biens volés et leur a demandé de venir vérifier la situation. Il leur a donné le nom de Léo et a dit qu'il allait nous rejoindre pour le dîner. J'étais mortifié. Je l'ai supplié de ne pas le faire, mais il m'a rejeté comme si j'étais naïf. Ma mère ne l'a pas arrêté. Elle resta là, l'air inquiète mais aussi comme si elle était d'accord. Léo est arrivé environ 15 minutes plus tard. J'ai essayé de l'appeler pour le prévenir, mais il n'a pas répondu. Probablement en voiture. Il sortit de la voiture, toujours vêtu de sa chemise de travail bleu marine, des taches de graisse sur le col, les mains légèrement rugueuses suite à une journée entière passée au magasin. Il avait toujours l'air de quelqu'un qui faisait des choses, de vraies choses. Il s'est dirigé vers la maison au moment où les policiers arrivaient. La tension était folle. Léo s'approcha du porche. Les policiers sont sortis de la voiture. L'un d'eux, un jeune homme, avait l'air confus. L'officier plus âgé, peut-être dans la quarantaine, a jeté un coup d'œil à Léo et toute sa posture a changé. Il se redressa, puis salua. « Bienvenue, monsieur. » Silence. Mes parents me regardèrent. J'ai regardé. Léo fit un petit signe de tête,
scrutant la zone comme s'il était de retour en mode commandement. À l'aise, dit-il doucement. L'officier a regardé mon père. Monsieur, vous avez dit que le petit ami de votre fille pourrait être impliqué dans un vol. Mon père cligna des yeux. Oui, il lui a donné cette montre. Cet homme est un retraité des opérations spéciales de l'armée, l'interrompit l'officier. A servi avec distinction pendant près de 2 décennies. Bronze Star, Silver Star, de multiples tournées, probablement plus de missions classifiées que je ne peux en citer. S'il lui a offert une Rolex, c'est parce qu'il le voulait. C'est son droit. Le sang s'est écoulé du visage de mon père. Ma mère avait l'air de ne pas pouvoir respirer. Léo s'est tourné vers moi, m'a pris la main et a dit, « Prêt à partir ?» J'ai hoché la tête. Nous sommes partis sans dire un mot. Cette nuit-là, je lui ai demandé pourquoi il ne me l'avait jamais dit. Il haussa les épaules et dit, « La plupart des gens vous traitent différemment lorsqu'ils le savent. Je ne veux pas de ça. » Je n'ai pas poussé. Je pouvais le voir dans ses yeux. Il y avait des choses qu'il avait vécues et qu'il ne pouvait ou ne voulait pas expliquer. Mais ça allait. Je n'avais pas besoin de tout savoir pour lui faire confiance. Depuis ce jour, mes parents marchent sur des œufs. Ils l'ont appelé, se sont excusés et l'ont de nouveau invité à dîner. Je n'ai pas dit oui. Léo est ouvert à cela, ne serait-ce que pour mon bien. Mais je ne suis pas sûr de pouvoir oublier la rapidité avec laquelle ils ont tiré des conclusions hâtives et à quel point ils ont peu fait confiance à mon jugement. Et maintenant je suis là, je me demande où vais-je aller à partir d'ici? Dois-je les laisser réessayer? Dois-je leur donner la chance de corriger les choses, ou est-il préférable de protéger complètement Léo de leurs absurdités de jugement? Nous parlons d'emménager bientôt ensemble, peut-être même de mariage un jour. Mais je ne peux pas me débarrasser de la réaction de mes parents. Cela me fait peur de penser aux futures vacances, aux futurs enfants. Et s'ils ne l'acceptaient jamais vraiment? J'aime profondément Léo. Il a traversé l'enfer, et au lieu de se laisser endurcir, il est devenu l'homme le plus gentil que je connaisse. Je ne veux pas lui faire vivre davantage de drames familiaux, mais je ne veux pas non plus exclure mes parents pour toujours. Depuis ce jour, tout semble suspendu. Mes parents n'ont cessé d'essayer de se faire pardonner. Ma mère a déposé une tarte une semaine plus tard, comme si des excuses faites maison pouvaient effacer ce qui s'était passé. Elle se tenait à la porte, l'air penaud, et balbutia, je ne savais pas. Nous avons été surpris. Elle n'a jamais vraiment dit pardon. Pas avec ces mots. Mais l'expression de son visage était quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Culpabilité? Peur? Peut-être les deux. Mon père, de son côté, est passé en mode surcorrection. Il m'a appelé 2 fois la semaine suivante, d'abord pour me demander comment j'allais, puis pour demander très maladroitement si Léo voudrait venir à la sortie de golf annuelle en famille. Comme si l'homme qui a reconstruit un moteur les yeux bandés avait envie de passer un week-end avec des hommes en short pastel à discuter de fonds communs de placement. Léo a tout pris avec calme. C'est ça son problème. Il ne se laisse jamais ébranler par les réactions des autres. Il a grandi plus durement que la plupart. Il a rejoint l'armée à 18 ans, est revenu changer et a décidé qu'il préférait réparer des machines cassées plutôt que de côtoyer des gens brisés. Ses mots, pas les miens. Mais je voyais que cela le dérangeait, même s'il prétendait que ce n'était pas le cas. Ils ne m'ont pas vraiment vu. Ils ont vu une chemise tachée de graisse et ont inventé le reste. Il m'a dit un soir, alors que nous étions assis sur son porche arrière, cela arrive plus souvent qu'on ne le pense. Mais cela ne se termine généralement pas par un flic qui me salue. Il sourit à cela, mais cela n'atteignit pas ses yeux. Il m'a fallu beaucoup de temps pour admettre que leur réaction m'avait aussi blessé. Pas seulement parce qu'ils pensaient au pire à propos de quelqu'un que j'aimais, mais à cause de la rapidité avec laquelle cela s'est produit. Il n'y a eu aucune pause, aucune hésitation, juste un jugement et une action immédiat. Et si l'officier n'avait pas reconnu Léo? Et s'il avait été traité comme un suspect plutôt que comme un vétéran? Cette pensée m'a empêché de dormir certaines nuits. Léo ne l'a jamais dit, mais je savais que cela vivait aussi dans son esprit. Dans la manière subtile dont il vérifiait son environnement plus souvent, dans le fait qu'il commençait à éviter de venir dans le quartier de mes parents, dans la façon dont il se taisait lorsqu'ils appelaient. Après cela, ils n'ont jamais vraiment posé de questions sur lui. Ni qui il était, ni ce qu'il avait fait avant de rejoindre l'armée, ni même ce qu'il faisait maintenant. C'était comme s'ils le traitaient comme un personnage d'une révélation dramatique.
Le soldat mécanicien qui s'est avéré être un héros décoré, et non un vrai homme avec de vraies couches. Je me souviens très bien de ce moment. Quelques semaines après l'incident, mon père m'a invité à un dîner avec certains de ses vieux amis. Ils avaient posé des questions sur moi et ils voulaient se vanter un peu. J'ai amené Léo, non pas parce que je pensais que ce serait amusant, mais parce que je pensais que peut-être, juste peut-être, le voir dans cet environnement aiderait. Ça ne s'est pas bien passé. Toute la nuit était pleine de petits coups, généralement. Masqué dans un langage poli, un homme a demandé. Alors Léo, tu étais dans le service. Merci pour ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler de tes mains après toute cette rigueur intellectuelle? Léo sourit, toujours aussi poli. Il n'a jamais été question de glamour. J'aime réparer les choses. Cela me permet de garder les pieds sur terre. Une autre femme intervint. C'est gentil. Mon neveu aussi bricole des voitures. C'est un super passe-temps. Un passe-temps? J'avais envie de crier. Léo n'a jamais bronché, mais j'ai vu sa mâchoire se serrer légèrement. Quand nous sommes partis, il n'a pas dit un mot pendant tout le trajet en voiture. Je me suis excusé, mais il a simplement secoué la tête et a dit. Ce ne sont pas de mauvaises personnes, ils sont juste habitués à un monde différent. Il accordait toujours aux gens le bénéfice du doute. Je n'étais pas sûr qu'il le méritait. Ma mère, c'est tout à son honneur, a commencé à faire davantage d'efforts. Elle a demandé à se retrouver pour un déjeuner, rien que nous deux. Nous nous sommes assis dans ce café que nous allions visiter quand j'étais au lycée. Elle a commencé à parler de son propre père, qui a travaillé dans une usine pendant la majeure partie de sa vie. Je pense que j'ai oublié d'où je viens, dit-elle en remuant son thé. Les mains de votre grand-père étaient toujours craquelées, toujours tachées. Il a travaillé jusqu'aux os pour que je puisse aller à l'université et devenir enseignant. Et d'une manière ou d'une autre, j'ai commencé à mesurer les gens par leurs vêtements, leurs voitures, leurs titres. Je suis désolé pour ça. C'était la chose la plus honnête qu'elle ait dite depuis des années. J'ai senti une boule se former dans ma gorge. Je n'ai pas pleuré, mais j'avais envie de le faire. Ce jour-là, elle posa d'autres questions sur Léo, de vraies questions. Ce qu'il aimait cuisiner, s'il avait de la famille à proximité, ce qu'il pensait des hivers du Connecticut. Progrès. Pourtant, ce dîner du dimanche vivait dans nos os. Elle persistait comme la fumée dans une maison après un incendie subtil, collante, toujours un rappel. Léo et moi avons continué à devenir plus forts. Nous avons parlé d'acquérir un local plus grand, peut-être à West Hartford, peut-être quelque part plus loin où nous pourrions avoir un jardin. Il a commencé à donner des ateliers le week-end aux adolescents intéressés par le travail automobile. Sa boutique s'agrandit régulièrement. Les gens le respectaient. Mais il y a toujours eu un fossé entre ce monde et celui d'où je viens. Les vacances sont devenues compliquées. Allons-nous chez mes parents pour Thanksgiving? Est-ce qu'on les invite chez nous? Devons-nous prétendre que tout va bien alors que ce n'est pas le cas? Il m'a demandé un soir. Penses-tu qu'ils m'accepteront vraiment un jour? Et je ne savais pas quoi répondre. Je voulais dire oui. Je voulais croire que les gens changent, que les gens grandissent, que peut-être qu'un jour mon père considérerait Léo non pas comme un CV, mais comme un homme, un bon homme. Mais quelque chose m'a retenu. Pas de doute en Lion, mais doute en eux. Il y avait aussi une petite partie égoïste en moi qui ne voulait pas toujours être le pont. Je ne voulais pas constamment expliquer Léo à mes parents ou expliquer mes parents à Léo. Je voulais qu'il se voie clairement sans que je traduise chaque mot, chaque geste. Le poids de cet équilibre devenait de plus en plus lourd. À mesure que nos vies avançaient, les discussions sur l'engagement, compte bancaire partagé, projet d'avenir, la division semblait plus urgente. Parce que la question dont je ne pouvais pas me débarrasser était: que se passe-t-il lorsque vous aimez quelqu'un que votre famille n'a pas choisi pour vous? Que se passe-t-il lorsque votre vie prend une direction qu'elle n'aurait jamais imaginée? Les mois ont passé, mais la tension n'a jamais vraiment disparu. Léo et moi nous sommes rapprochés de la manière calme et ordinaire qui rend une relation réelle. Le dimanche matin, on passait à réparer des choses dans la maison ou à préparer des crêpes qui sortaient toujours légèrement brûlées, mais toujours délicieuses. Il fredonnait de vieilles chansons dans sa barbe tout en travaillant sur ses voitures. Et parfois, je m'asseyais à proximité, le regardant avec une tasse de café à la main, me demandant comment j'avais pu avoir autant de chance. Mais chaque fois que mon téléphone s'allumait avec maman ou papa, je ressentais une oppression familière dans ma poitrine. Il n'était pas cruel et n'essayait plus de déclencher des bagarres.
Ils étaient prudents, comme s'ils contournaient le bord d'une clôture qu'ils ne savaient pas comment franchir. Ils nous demandaient comment allait Léo et nous invitaient de temps en temps, mais toujours avec une légère note de formalité, comme s'ils accueillaient toujours un invité au lieu d'accueillir de la famille. Léo, étant lion, ne m'a jamais fait pression. Il n'a jamais parlé en mal d'eux, pas même une seule fois. C'est ce qui a rendu les choses plus difficiles. S'il les avait maudits ou avait refusé de les voir, cela m'aurait peut-être donné un motif de résistance. Mais il était calme, mesuré, compréhensif d'une manière qui me faisait me sentir à la fois reconnaissant et coupable. Parfois, je le surprenais en train de regarder dans le vide, perdu dans ses pensées. Quand je lui demandais ce qu'il pensait, il souriait généralement et secouait la tête. Mais je savais que le genre de trahison qui vient de quelqu'un qui appelle les flics ne disparaît pas simplement parce qu'ils disent « je suis désolé » plus tard. Même si la police a fini par vous saluer. J'ai commencé à le voir par petits instants, comme la fois où ma mère nous a invités au mixage de vacances de son club de lecture. C'était discret, décontracté. Je pensais que ce serait un événement facile. Léo était d'accord avec ce léger signe de tête. Il a même apporté du vin. Mais dès que nous sommes entrés, j'ai senti un changement subtil, la façon dont les autres femmes le regardaient. Pas hostile, juste curieux. Trop curieux, comme s'il était quelque chose à étudier. Ils lui ont posé des questions sur son service, son magasin, son choix intéressant de travailler de ses mains après tout. Une femme a même dit « Vous êtes très éloquent », comme si elle s'attendait au contraire. Cette nuit-là, de retour dans la voiture, Léo dit « Parfois, j'ai l'impression d'être un projet caritatif. » Cela m'a un peu brisé. Il n'était pas en colère. Il n'était pas amer. Juste honnête. Et ce qui faisait le plus mal, c'était qu'il n'avait pas tort. Après cela, j'ai commencé à m'éloigner de mes parents. Pas dramatiquement, juste doucement. Moins d'appels, moins de visites. Je les aimais toujours. Je l'ai fait. Mais il y avait une distance maintenant. Quelque chose était fissuré et je ne savais pas comment le recoller sans donner à Léo l'impression qu'on lui demandait de se rétrécir. Un soir, je me suis assis seul sur notre porche, regardant les ombres s'étendre sur la cour. J'ai réfléchi à ce que signifiait construire une vie avec quelqu'un. Ne vous contentez pas de vivre avec eux ou de sortir avec eux, mais de construire quelque chose ensemble, une maison, une famille, un avenir. Léo m'avait montré à maintes reprises qui il était, solide, loyal, stable. Mais je n'arrêtais pas d'essayer de le prouver à mes parents comme si sa valeur dépendait de s'ils le voyaient ou non. Et j'étais épuisé. La semaine suivante, j'ai confronté mon père pas de manière agressive, mais avec le poids que je portais depuis trop longtemps. Je lui ai demandé à brûle-pourpoint. Est-ce que tu respectes réellement Léo, ou est-ce que tu le tolères simplement parce que l'alternative est de me perdre? Il n'a pas répondu au début. J'ai juste regardé ses mains. Finalement, dit-il. Je l'ai mal jugé. Je le sais. Mais je suis encore en train de m'adapter. Il m'est difficile de comprendre pourquoi quelqu'un avec son passé choisirait une vie aussi ordinaire. J'ai senti une colère froide monter en moi. C'est peut-être le point, dis-je. Peut-être qu'après tout ce qu'il a vu, il n'a pas besoin de flash et de prestige. Peut-être qu'il est heureux de vivre tranquillement. Et peut-être que c'est sa force, ne pas courir après la validation, ne pas avoir besoin que les gens soient impressionnés par lui. Mon père m'a regardé comme si je venais de dire quelque chose dans une langue qu'il ne comprenait pas. Nous n'avons pas discuté. Nous n'avons pas crié. Nous sommes restés assis là, dans ce silence épais et étouffant où les gens réalisent qu'ils se trouvent sur deux pages différentes de la même histoire. Je suis parti peu de temps après. Léo n'a jamais demandé de quoi nous parlions. Il n'a jamais pleuré. Il savait quand demander et quand me tenir dans ses bras. Cette nuit-là, il a préparé du thé, s'est assis sur le canapé et m'a rapproché. Nous n'avons pas dit grand-chose. Nous n'en avions pas besoin. Mais la question me trottait toujours en tête. Que se passe-t-il lorsque les personnes qui vous ont élevé ne peuvent pas pleinement adopter la vie que vous avez choisie? Je commençais à réaliser quelque chose. Peut-être qu'il ne s'agissait pas seulement d'accepter Léo. Peut-être s'agissait-il de sortir du moule qu'ils avaient créé pour moi. Au début, tout ce que je voulais, c'était la paix. Pour que Léo soit vu, pour que mes parents comprennent qu'ils n'ont pas pu décider qui j'aime ou si cet amour était valide en fonction du titre du poste ou du relevé bancaire de quelqu'un. Mais plus je m'enfonçais dans le fossé entre la vie que j'avais construite avec Léo et les attentes auxquelles mes parents s'accrochaient,
plus quelque chose commençait à grandir en moi. Ce n'était pas de l'amertume. C'était résolu. J'ai arrêté de m'excuser. J'ai arrêté de filtrer notre vie à travers une lentille que je pensais que mes parents trouveraient acceptable. S'ils voulaient être dans mon monde, ils pourraient venir tels qu'ils étaient, ou pas du tout. Le point de rupture est survenu lorsque Léo a été invité à prendre la parole lors d'une journée de carrière locale dans mon ancien lycée. L'un des conseillers d'orientation l'a connu grâce aux ateliers pour les jeunes et a pensé qu'il serait un excellent exemple de voies alternatives vers la réussite. Elle lui a demandé de parler de son parcours de l'armée à l'entrepreneuriat et au mentorat. Léo hésitait, mais il accepta. Tranquillement, il a préparé une petite présentation et s'est même procuré une nouvelle chemise pour l'occasion. Je lui ai proposé de venir avec lui. Il a dit non. Il voulait le faire seul. J'ai attendu sur le parking, nerveux pour lui. Il est ressorti 45 minutes plus tard, l'air fatigué mais fier. Les enfants avaient applaudi. Certains avaient posé des questions intelligentes et réfléchies. Quelques-uns étaient même restés après pour lui parler. L'un d'eux avait un père en prison et voulait apprendre à réparer des voitures comme Léo. Un autre a posé des questions sur le SSPT et sur ce que c'était que de vivre avec des souvenirs qui ne s'effacent pas. Léo leur avait dit la vérité, doucement mais honnêtement. Cet après-midi-là, l'école a publié une photo de Léo sur son site internet, debout devant la classe, souriant. La légende disait, des zones de guerre à l'atelier, le conférencier invité Léo partage des leçons de résilience et de reconstruction avec nos étudiants. J'ai regardé cette photo pendant longtemps. Ensuite, je l'ai envoyée à mes parents lors de notre discussion de groupe familial avec un seul message, au cas où vous vous demanderiez ce qu'il fait de sa vie. Aucune réponse. Pas pendant des heures. Jusqu'à ce soir. Mon père m'a envoyé un texto, il parlait bien. Je n'en avais aucune idée. Impressionnant. Aucune excuse, aucune reconnaissance de leur tort, mais je n'en avais plus besoin. J'avais quelque chose de mieux. Une semaine plus tard, le même lycée m'a invité à prendre la parole lors d'un panel de carrière. Je n'étais pas sûr de le vouloir, mais j'avais une idée, quelque chose qui pourrait faire valoir un point sans être cruel. Une sorte de vengeance tranquille et poétique. Le panel comprenait des anciens élèves qui avaient accompli de grandes choses. Comme le disait le dépliant, il s'agissait principalement d'avocats, de cadres, d'un ou deux auteurs publiés. J'ai accepté l'invitation, mais seulement à la condition que je puisse amener Léo comme co-intervenant. Le coordinateur de l'événement, qui avait constaté à quel point Léo s'entendait bien avec les enfants, a immédiatement accepté. Nous l'avons donc fait ensemble. J'ai d'abord parlé de mon travail à but non lucratif, de mon engagement communautaire et de ce que signifiait construire une carrière ancrée dans le service plutôt que dans le prestige. J'ai parlé d'être fier d'une vie qui n'était pas tape à accent grave-l'œil mais pleine de sens. Ensuite, j'ai présenté Léo. Je n'ai pas énuméré ses réalisations militaires. Je n'en avais pas besoin. J'ai simplement dit, c'est l'homme avec qui je construis ma vie. Il est plus que son CV. Il est plus que ce que les gens pensent quand ils voient de la graisse sur ses mains. C'est un constructeur, pas seulement de moteurs mais d'humains. Léo a reçu une standing ovation. L'un des étudiants, visiblement ému, lui a demandé comment il restait calme quand les gens le jugeaient injustement. Il fit une pause, pensif. Vous ne restez pas calme parce que ça ne fait pas mal. Vous restez calme parce que vous savez qui vous êtes, et c'est plus fort que n'importe quelle insulte que quelqu'un vous lance. Ensuite, alors que nous rassemblions nos affaires, j'ai repéré mes parents près du fond de l'auditorium. Ils n'étaient pas invités. Ils avaient vu le message en ligne, entendu parler du panel et avaient décidé de venir. Je n'ai pas fait signe. Je ne me suis pas précipité. Mais j'ai vu quelque chose sur leur visage que je n'avais jamais vu auparavant. Pas de fierté, pas de joie. Humilité. Pour une fois, ils voyaient Léo tel qu'il était, pas celui qu'ils imaginaient. Et peut-être, juste peut-être, qu'ils m'ont vu aussi. Quelques jours plus tard, ma mère a appelé et lui a demandé si Léo pouvait les aider avec quelque chose sur leur voiture. Non pas parce qu'ils en avaient besoin, mais parce qu'ils voulaient lui demander son aide pour se mettre dans une position où il aurait le dessus, ne serait-ce que symboliquement. Léo a réparé la voiture et il ne les a pas facturés. C'était sa façon de dire, je te pardonne, mais je ne vais pas implorer ton respect. Après cela, les choses sont devenues plus faciles. Mes parents n'ont pas changé du jour au lendemain. Ils sont toujours ce qu'ils sont, mais quelque chose s'est adouci. Mon père a arrêté de qualifier Léo de « ton petit ami » et a commencé à l'appeler par son nom.
Ma mère a commencé à m'envoyer des recettes par SMS et à me demander si Léo voudrait les essayer. C'était les petites choses. Quelques mois plus tard, par un dimanche matin tranquille, Léo m'a tendu un café et m'a dit « Tu es prêt à choisir un rendez-vous » J'ai cligné des yeux. Pourquoi ? Notre mariage. J'ai souri. Ouais, je pense que oui. Nous n'avions pas besoin d'une grande cérémonie. Pas de cathédrale, pas de gâteau à étage. Juste nous, nos amis les plus proches, et un vœu fait non pas pour le spectacle, mais pour la vie que nous avons déjà construite ensemble. Mes parents sont venus. Ce n'étaient pas les stars. Ils n'étaient pas au centre, mais ils étaient là, tranquillement assis au deuxième rang, regardant l'homme qu'ils appelaient autrefois un voleur épouser la fille qu'ils pensaient avoir élevée pour mieux la connaître. Et je pense qu'à ce moment-là, ils ont réalisé que je savais mieux. J'ai choisi mieux. J'ai choisi Léo. Et c'était la partie la plus satisfaisante de tout cela. Pas une vengeance servie chaude ou froide, mais gagnée avec patience, avec vérité, avec une vie trop solide pour être niée.